Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV, dans les titres de ce vendredi 14 août. À quelques jours de la rentrée, le transport scolaire était au cœur des inquiétudes. Les collectivités et Martinique Transport affichent une volonté commune, garantir le service dès la reprise des cours, malgré les difficultés qui persistent. Un accord collectif a été signé pour répondre à l'urgence, mais surtout pour poursuivre les négociations et tenter de trouver des solutions durables. La météo se dégrade et cette fois, les conditions en mer sont particulièrement surveillées. La Martinique est placée en vigilance jaune avec l'arrivée d'un phénomène qui pourrait provoquer de fortes pluies, des rafales et surtout une mer dangereuse. Conséquence directe, plusieurs rotations maritimes internationales ont été annulées. Et puis, il y a 21 ans, la Martinique était frappée par l'une des catastrophes les plus meurtrières de son histoire. Le 16 août 2005, 152 Martiniquais perdaient la vie dans le crash d'un avion de la compagnie West Caribbean au Venezuela. 2 décennies plus tard, la douleur demeure et les familles continuent de faire vivre la mémoire des disparus. À 2 semaines de la rentrée scolaire, la question du transport reste toujours en suspens. La CTM, les EPCI, Martinique Transport et la RTM se sont réunis aujourd'hui pour tenter de trouver une solution pérenne. Mais du côté de l'Espace Sud, cette demande d'aide surprend. Son président estime que dans la logique des compétences, c'est à la CTM de prendre en charge cette problématique. Ce que je trouve étrange, c'est que la collectivité majeure de la CTM, 1,6 milliard d'euros de budget, demande de l'aide aux communautés d'agglomération. C'est le monde à l'envers. Normalement, c'est à la CTM de nous aider, de nous accompagner dans nos projets, et pas l'inverse. Et là, aujourd'hui, c'est un appel à l'aide de la CTM auprès des communautés d'agglo pour exercer une compétence qu'ils exercent, qu'est le transport. Alors, nous ne pouvons pas rester indifférents, même si nous sommes surpris. En plein mois d'août, on nous dit venez nous aider au secours, on n'a plus d'argent. Vous comprenez mon étonnement. Il dénonce également un manque de transparence qui, selon lui, perdure depuis plusieurs années. Nous avons demandé qu'il y ait plus de transparence parce que Martinique Transport a fonctionné pendant 9 ans sans qu'on sache exactement ce qui s'y passe. J'ai d'ailleurs indiqué que normalement, il y a un bureau exécutif qui doit réunir le président du conseil exécutif et les 3 présidents de communautés d'agglo. En 9 ans, il ne s'est jamais réuni, pas une fois. Donc, nous avons demandé de la transparence, que les statuts soient appliqués tout simplement pour qu'il y ait un contrôle qui se fasse au niveau financier et savoir où est l'argent. Pourquoi l'argent a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 9 dernières années? L'objectif de cette réunion était clair, trouver rapidement des solutions pour garantir le transport scolaire dès la rentrée. À l'issue des échanges, une mobilisation de 5 millions d'euros a été actée pour assurer la rentrée scolaire. Un effort financier conjoint entre les EPCI et la CTM. Aujourd'hui, après plusieurs réunions, aussi bien sur le plan technique, on va appeler COTEC, avec les financiers des 3 EPCI, Martinique Transport et de la CTM, trouver des solutions pour pouvoir financer en premier lieu le transport scolaire pour rassurer les parents pour la rentrée 2026. Et ensuite, nous continuons ces réunions, ça pour les usagers, mais un transport normal pour le transport scolaire. Autre enjeu majeur abordé autour de la table, la restructuration de l'offre de transport avec la volonté de revoir son organisation sur le long terme. Nous avons pris la précaution, la collectivité, à anticiper des besoins de dépenses pour début septembre. On a fait voter exceptionnellement 5 millions d'euros de garantie financière pour enclencher le transport scolaire. Et la pérennité du paiement se fera avec l'appui des EPCI. À quel montant chaque montant a voté. Bon. À l'issue de cette mobilisation, les différentes EPCI, la CTM et Martinique Transport ont signé une déclaration commune pour la sauvegarde du transport scolaire en Martinique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que le transport scolaire, il y a le transport tout court. Donc on a décidé d'une deuxième chose, c'est tous solidaires là-dessus, c'est qu'il faut une restructuration forte, complète de la structuration de l'offre en matière de transport compatible avec les moyens financiers que nous avons. C'est très important. Parce qu'on est dans un décalage budgétaire par rapport aux dépenses, ça peut conduire à des catastrophes. Reste désormais à transformer ces engagements en solutions concrètes pour permettre aux élèves martiniquais de reprendre le chemin de l'école sereinement.
Le temps se dégrade et en mer, la prudence monte d'un cran. Avec la vigilance orange déclenchée en raison du risque de dépression tropicale, les conditions doivent se dégrader progressivement avec déjà des conséquences sur le trafic maritime. Premier impact, les rotations internationales de FRS Express des îles prévues ce samedi 15 août sont annulées entre la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique et Sainte-Lucie. Les passagers concernés sont automatiquement reportés à dimanche sous réserve de l'évolution des conditions en mer. Si la compagnie Express des îles a choisi de suspendre ses rotations ce samedi, tous les professionnels de la mer ne partagent pas la même appréciation des conditions à venir. À Sainte-Lucie, un skipper doit lui maintenir la liaison avec la Martinique. Après avoir suivi l'évolution de la météo, il estime que la traversée reste praticable pour son embarcation d'une vingtaine de mètres. Là, je suis à Sainte-Lucie, là. Vous voyez derrière moi le port de Castries de Sainte-Lucie. On a maintenu les rotations. Et en plus, l'onde passait surtout sur le vent était surtout sur le canal de la Dominique, en fait. Et le canal de Sainte-Lucie est un peu épars. Pour les plaisanciers, cette dégradation appelle également à l'anticipation. Face à cette situation, les sauveteurs en mer appellent les usagers à ne pas prendre de risques inutiles ce week-end. Dès qu'il y a des vigilances, le bateau, on va éviter de le faire sortir et le mettre en sécurité surtout. Et puis, si jamais ça arrive qu'on doit sortir pour des raisons diverses et variées, toujours avertir quelqu'un au sol qui pourra savoir où on est ou avertir le cross anti-Guyane qui s'occupe de tout ce qui est naufrage ou intempéries en mer. Les sorties en mer sont déconseillées fortement, à part si vraiment il faut aller récupérer son bateau qui est au mouillage quelque part, donc il faut faire vite de l'enlever, l'amener dans ce qu'on appelle un trou à cyclone ou encore dans une marina où il sera en sécurité. Une anticipation qui concerne aussi les propriétaires de bateaux alors que les conditions peuvent rapidement se dégrader. Parmi les zones prévues pour mettre les embarcations à l'abri en cas de phénomène cyclonique, les 3 trous à cyclone du cul-de-sac du Marin, ainsi que les infrastructures portuaires comme la marina du Marin, le port de plaisance de Fort-de-France, la marina de la Pointe-du-Bout ou encore le port de plaisance de l'Étang-Abricot. Ces différents sites disposent de leurs propres règles de sécurité et d'accueil en cas de dégradation des conditions météorologiques. Une jeune fille de 15 ans, Maureen Charles-Édouard, est recherchée après avoir quitté la MFME à Fort-de-France mercredi 12 août vers 10h50. Elle mesure 1m64, pèse 104 kg et avait les cheveux bruns attachés. Au moment de sa disparition, elle portait un haut rose fuchsia et un bas vert fleuri. Toute personne susceptible de l'avoir aperçue est invitée à contacter le commissariat de Fort-de-France au 0596 59 40 00. L'accord cadre entre l'État et les élus martiniquais sur la réforme institutionnelle de la Martinique a été publié ce vendredi au journal officiel. Signé le 1er juillet dernier, il ouvre officiellement la voie à des discussions sur davantage de pouvoirs normatifs, une autonomie fiscale progressive et une nouvelle répartition des compétences entre l'État et la Martinique. Une étape qualifiée d'historique par Serge Letchimy qui rappelle qu'au terme du processus, les Martiniquais seront consultés et auront le dernier mot. C'est une étape très très importante pour nous. Parce que cela montre bien qu'au-delà du caractère solennel de la signature de l'accord cadre chez Aimé Césaire pour aller vers plus de responsabilité, plus de différenciation des politiques publiques, l'État a respecté sa parole d'avoir une publication au journal officiel. Cela veut dire que plus personne ne peut l'ignorer. C'est un acte de la République, un acte de droit qui ne conduit pas automatiquement à ce qu'on vote ou pas. Donc moi, c'est une étape extrêmement officielle. C'est au niveau le plus haut niveau de la communication, de la publication officielle de la République. Donc c'est très important pour nous. C'est un moment que je peux qualifier d'historique après le premier moment qu'on a connu à la maison Césaire sur la signature du document. La première chose, je veux absolument continuer à dire que le travail commence. Je ne veux pas aller plus loin. Que oui, on avait signé un accord pour l'autonomie, pour l'indépendance. Bon, c'est faux. C'est regrettable qu'on arrive à ce stade de notre pays. On n'a rien signé du tout définitivement, on a signé une trajectoire. Et ça a été rappelé parce que les élus de la Martinique qui sont élus ont sollicité l'État, le peuple, tout le monde. On a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'on reste tel quel, le statu quo ne bouge pas, qui crée des inégalités incroyables dans le pays, ou est-ce qu'on
conduit une évolution des responsabilités qui passe par l'instauration en Martinique d'un pouvoir normatif autonome. C'est quoi le pouvoir normatif autonome? C'est la possibilité, dans le domaine de l'environnement, de la culture, etc., de faire des textes ici directement, au lieu de les faire à Paris. Il y a peut-être des gens qui veulent monter et descendre à Paris, mais je trouve, pour faire une virgule, il faut aller à Paris. Pour faire un « et », il faut... C'est n'importe quoi. Je pense qu'il faut rester dans la République. C'est le choix de la population. Moi, je suis un autonomiste, mais je n'impose à personne l'autonomie. Je veux dire, on reste dans la République, parce que c'est le choix du peuple. Et ensuite, nous regardons comment nous adaptons les choses en fonction des réalités. Édition spéciale parce que la Martinique vit depuis ce matin une actualité dramatique. 16 août 2005. Il y a 20 ans, la Martinique basculait dans l'une des plus grandes tragédies de son histoire. Plus d'une heure après avoir décollé du Panama, un avion de la West Caribbean Airways s'écrase près de Maracaibo, au Venezuela. À son bord, 160 passagers, dont 152 Martiniquais, des familles, amis, collègues, tous rentraient d'une semaine de vacances. Dans une zone très montagneuse, très difficile d'accès, mais pas très haute. À l'aéroport, où les passagers étaient censés atterrir, des proches attendent. Je trouve inadmissible qu'on nous ait laissés depuis 2 heures du matin traîner dans l'aéroport jusqu'à 6 heures sans nous apporter une information. La confusion règne de longues heures avant que l'évidence ne frappe. L'annonce de la catastrophe aérienne crée une onde de choc qui se répand rapidement sur toute l'île. L'un des moments les plus marquants de ce drame, au sein de l'ancienne aérogare, l'énumération des noms des victimes, une par une, parfois des familles entières. Et à chaque fois, les mêmes cris de douleur résonnent dans le hall d'aéroport. Une cellule psychologique est mise en place. Elle accompagne rapidement les familles et a la délicate mission de faire comprendre l'incompréhensible. Certaines communes sont lourdement touchées et comptent plusieurs dizaines de victimes. Parmi elles, le François, le Saint-Esprit, Basse-Pointe ou encore Ducos. Les 14 là que nous connaissons, que moi je fréquente tout le temps, que je vois tous les jours, je suis de Basse-Pointe, je me dis, ils ne sont pas morts, c'est un cauchemar, et puis qu'on va se réveiller. Qu'il y a des enfants qui... Papa, maman, ils sont partis en vacances, papi, mamie, ils sont partis en vacances, et puis... Les jours suivants, les proches s'envolent sur les lieux du drame pour se recueillir, mais aussi tenter de comprendre ce qui a pu mener à une telle tragédie. Mais le drame ne s'est pas seulement joué dans le ciel. Commence alors un long combat judiciaire avec à sa tête Rose-Marie Topin-Pélican, aux côtés des nombreuses familles qui réclament justice. Car au-delà de la douleur et du deuil, il y a ce vide autour des raisons précises du crash. Une double peine pour les proches. Depuis le départ, l'enquête a été focalisée sur les pilotes, alors qu'il y avait des responsables que nous pointions du doigt. Mais force a été de constater que la justice n'a jamais voulu aller dans cette direction-là. Des années de procédures, de rapports et d'expertises menées par l'AFCA, qui se soldent par un non-lieu en 2016, un appel l'année suivante, puis de nouveau la validation du non-lieu en 2023. Un véritable coup de massue pour les proches qui encore aujourd'hui sont en quête de vérité. Le crash de Maracaibo est à ce jour l'accident le plus meurtrier qu'ait connu la Martinique. À l'habitation Clément, il n'y a pas que le rhum qui se déguste, il y a aussi l'art qui se découvre. Le marché d'art réunit plusieurs créateurs venus partager leur univers avec le public. Pour eux, ce rendez-vous représente une véritable occasion de faire connaître leur travail et d'aller à la rencontre de nouveaux regards. Exposer au marché d'art de la Fondation Clément, c'est une très grande opportunité pour moi, parce que ce n'est pas la première fois que je le fais. Et à chaque fois, il y a toujours des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que je rencontre tous les collègues artistes de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je présente toujours mes nouvelles pièces. Le marché d'art, c'est un beau moment de rencontre entre artistes. On touche un public beaucoup plus large, chose qu'on
qu'on n'a pas, qu'on a rarement l'occasion de faire. Mais derrière ces créations exposées au public, il y a surtout des personnalités, des inspirations et des façons bien différentes de s'exprimer. Chacun apporte ici son propre regard et une signature qui lui est particulière. Ma passion à moi, c'est la nature, la science, la transformation et tout ce qui m'aide à comprendre ce qui se passe dans le monde. Toutes les transformations m'intéressent. Que ça soit... Parce que la céramique, c'est une transformation par le feu dès le départ. On prend un morceau d'argile qu'on façonne, mais il faut le faire sécher, il faut le faire cuire, il faut l'émailler, il faut le refaire cuire. Il y a différentes façons de faire cuire et après, ça donne un objet qui a justement une certaine pérennité. Quand certains puisent leur inspiration dans la science, d'autres explorent le lien qui unit l'homme à son environnement. Une relation particulièrement riche en Martinique. On a tous des souvenirs aussi d'enfance dans la nature, dans les jardins des grands-parents, des parents. Et ça laisse des traces et je pense qu'on construit vraiment notre personnalité de Martiniquais grâce à ces liens. Je travaille sur le Martiniquais, dans tous les domaines que le Martiniquais exerce. Et dans la peinture, c'est une peinture critique, c'est une peinture en même temps d'amour, c'est une peinture offrande, c'est une peinture qui interroge. Des sensibilités qui se croisent, des techniques qui se répondent et des univers parfois très éloignés les uns des autres. Le marché d'art offre ainsi un aperçu de la richesse de la création locale dans un cadre propice aux rencontres et à la découverte, tout en offrant une place aux artistes pour faire découvrir leur travail. Bonsoir Yuzi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ATV. Merci pour l'accueil. Tu es créateur de contenu, comédien. Tes vidéos sont beaucoup vues sur les réseaux sociaux. Tu tournes le plus souvent sur Paris, en France ou dans le monde. Ouais, ailleurs. D'ailleurs, depuis quelques années, on te voit venir très souvent en Martinique. Qu'est-ce qui te fait revenir? Je pense que c'est aussi, je sais que j'ai une passion pour les voyages, découvrir de nouveaux pays. Et je pense que ça fait la 5e fois que je vais en Martinique. La première fois, c'était pour un festival. La deuxième fois, c'était pour découvrir aussi le carnaval. La troisième fois, c'était encore pour un autre événement. Et là, cette fois-ci, c'est plus pour les vacances. Donc, je n'ai rien de professionnel ici. Ça me permet aussi de découvrir encore plus parce que j'ai l'impression d'être attaché à la Martinique. En vrai, j'ai passé de beaux souvenirs avant, donc voilà. Tu as tes amis aussi ici? J'ai mes amis, j'ai mes petits coins que j'adore et tout. Voilà. Pour revenir à ton contenu, tu te mets en scène Ouais. avec ce petit côté humoristique. Pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux expliquer brièvement en qui tu te déguises plutôt? Alors, on va dire que j'imite des situations du quotidien. Donc, ça peut être des personnes qu'on a déjà connues dans notre vie. Ça peut être aussi juste des situations. Parce que oui, on voit des personnages, mais c'est surtout les situations qui nous marquent en tout cas, dans mes vidéos, c'est ça qui marque mes personnages, voilà. Que ce soit Nathalie, la vendeuse, et la parisienne. Ma préférée parce que je l'imite pas, parce que c'est moi. Mais si je devais expliquer, ça serait que j'imite des situations du quotidien. Voilà. Bien arrivé? Ouais, moi, bien arrivé Martinique. Soleil la chouette, tu sais quoi? Mon papa, les créoles. Moi, mon papa, je kiffe. Ah non, mais toi? Et en Martinique, qui tu imites? Ou quelle situation tu imites Je justement? pense que j'imite plus un personnage qui s'appelle Nathalie, donc du coup, qui est plus rattaché à la Martinique. On va dire, c'est peut-être une femme qui a à peu près peut-être la cinquantaine, qui adore découvrir d'autres cultures, et pas forcément la sienne. Un peu maladroite sur les mots, mais attachante, on va dire. Attachante, c'est un mot pour dire quelqu'un qui est attachant et chien à la fois. En même temps. On reste toujours sur ton contenu. Qu'est-ce que toi, tu aimes montrer quand tu es en Martinique? Qu'est-ce que tu aimes faire et montrer aussi sur tes réseaux sociaux?
Alors faire, on va dire, découvrir encore plus des coins que je connais pas, que ce soit le sud de la Martinique, le nord par exemple, je connais pas beaucoup le nord. Donc parfois, ce que je faisais, c'est que je faisais beaucoup de stories pour montrer vraiment l'ambiance et où j'étais sur l'instant T. Montrer aussi ce que je ressentais autour de moi et tout. Et des fois, j'avais des petits commentaires en mode ah putain, ça a l'air super bien et tout, de mes amis de Paris ou d'ailleurs. Et c'est ça que j'aime bien partager. C'est mon aventure ici. Aujourd'hui, tu as plus de 200 000 followers sur Instagram. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Je sais. En fait, c'est une question un peu qui revient souvent. Bah, moi, ça me fait plaisir parce que je me dis ce que je fais, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je transmets quelque chose. Je pense que quand on a quand même une notoriété, ben, c'est qu'on fait pas n'importe quoi le plus souvent. Après, moi, j'ai grandi plutôt sur TikTok. Voilà. Instagram, c'est venu juste après. Mais j'ai appris juste que avec autant de personnes, il y a aussi cette énergie de transmettre du rire, de la joie, à travers juste une vidéo de 30 secondes, en fait. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Et si tu avais un message aujourd'hui à faire passer aux gens qui te suivent et qui suivent tes aventures, quel serait ce message? Bah déjà, merci et bienvenue pour les personnes qui vont faire un petit passage sur ma page. Continuez à rire, continuez à sourire, continuez on va dire, à vivre en soi parce qu'il y en a. J'ai déjà reçu des messages où on me disait oh, je me sentais super pas bien aujourd'hui, j'ai regardé tes vidéos, ça me fait plaisir. On ne sait pas, en tout cas, continuez à transmettre des bonnes ondes, des bonnes choses aux gens que vous aimez ou aux gens que vous ne connaissez pas. C'est toujours bien. Voilà, c'est mon petit message. Eh bien, merci, merci à de vous. nous avoir accordé ce petit moment. Ça me fait plaisir. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, la maison du don de Dillon sera exceptionnellement fermée. Les donneurs sont invités à se rapprocher des prochaines collectes pour continuer à faire vivre la mobilisation.